Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboubker Samira. Aujourd'hui, nous allons faire une dernière session de QCM pour cette année universitaire. Commençons sans tarder. Alors aujourd'hui, on va faire une série de 20 questions sur le chapitre 3 qui concerne la partie sur le traitement de l'information et les techniques de recherche de l'information. Et ensuite, 20 questions qui regroupent l'ensemble du programme de MTU. Alors, on commence déjà par cette première session avec le chapitre 3 et le chapitre 4. Alors, première question. Quelle est la première étape d'une recherche documentaire traditionnelle? Donc, à distinguer de la recherche documentaire avec intelligence artificielle. A. Collecter toutes les sources disponibles sans analyse. Définir clairement le sujet et les objectifs de la recherche. C. En profondeur chaque document collecté. D. Utiliser directement des outils d'intelligence artificielle. Alors là, il faudra faire attention déjà parce que vous êtes dans la documentation traditionnelle, donc pas d'intelligence artificielle. Ensuite, il y a les outils qu'on a vus dans la recherche traditionnelle avec les concepts et les mots-clés. Donc, définir le sujet et puis les objectifs de la recherche, c'est ce qu'on fait au début pour avoir une certaine efficacité dans la recherche documentaire sans outils d'intelligence artificielle. On continue avec la question numéro 2. Quels outils sont couramment utilisés pour la recherche documentaire traditionnelle? A. Les catalogues de bibliothèques, les bases de données académiques, les articles de blog sans vérification. D. Les revues scientifiques indexées. Donc ici, vous avez plusieurs bonnes réponses. Donc quand vous faites le QCM, parfois vous pouvez avoir une bonne réponse, parfois plusieurs, parfois aucune bonne réponse. Alors, les catalogues de bibliothèques, donc ça on l'avait vu aussi dans ce chapitre 3, ainsi que l'utilisation des bases de données académiques et aussi les revues scientifiques qui sont indexées. Ce sont des sources et des moyens de trouver la documentation nécessaire lorsque vous faites de la recherche traditionnelle. Bien évidemment, les articles de blog ne sont pas considérés comme des sources académiques et scientifiques. Question numéro 3. Quel est l'objectif principal de l'utilisation des opérateurs booléens dans la recherche documentaire? A. Réduire les résultats de recherche à un seul document. B. Organiser les sources collectées de manière chronologique. C. Optimiser la recherche en combinant ou en excluant des termes spécifiques. D. Analyser automatiquement les sources collectées. Là aussi, attention, les opérateurs booléens et ou sont des moyens de trouver la documentation qui est adéquate à votre recherche avec les mots-clés, les requêtes que vous avez faites. Donc, ça ne va pas réduire en trouvant un seul document. Ça n'a pas d'impact pour trier les documents, c'est autre chose. On peut trier d'ordre alphabétique, chronologique, mais plutôt pour trouver de manière assez efficace la documentation qui correspond aux requêtes qu'on a introduites dans la base de données. Question 4. Quel opérateur booléen permet de combiner deux termes pour rechercher des documents contenant les deux termes? Donc, c'est ce qu'on a expliqué là tout de suite. Donc, vous avez ou, non, et ou proche. Donc, en anglais aussi, c'est la même chose. Vous les avez dans les barres de recherche, dans les bases de données. Et effectivement, si vous voulez trouver deux termes dans un abstract ou un résumé ou dans le contenu du texte, il faudra mettre « et ». Et donc, ça va faire une recherche avec la présence des deux termes. Question numéro 5. Quel est l'objectif principal d'une bibliographie? A. Résumer le contenu des articles trouvés. B. Remplacer les annexes
d'un rapport. C, fournir des informations sur l'auteur d'un texte. D, identifier et organiser les sources utilisées. Donc, la bibliographie, son objectif, c'est effectivement de regrouper la documentation que vous avez utilisée pour travailler. Et donc, c'est un moyen d'identification et aussi d'organisation de la bibliographie, puisque la bibliographie s'organise par groupe de documents. Donc, vous avez les thèses, les mémoires, les ouvrages, les manuels, les articles. Donc, il y a une organisation des sources qui sont utilisées dans votre recherche. Question 6. Quel est le rôle principal d'une thèse de doctorat dans la recherche académique? Donc là aussi, on en revient aux sources qui peuvent être utilisées dans le cadre de la recherche, cadre de la recherche académique et universitaire. Grand A, réaliser un résumé des recherches existantes, proposer une contribution originale au domaine étudié, publier un livre à destination du grand public, D, former les étudiants à l'utilisation des bibliothèques. Bien évidemment, la thèse de doctorat est un travail de recherche sur une durée de 3 ans, voire et plus. C'est une contribution originale dans un domaine spécifique et qui est reconnue par les autres universitaires. Question numéro 7. Donc oui, alors là, je suis passée un peu rapidement, c'est proposer une contribution originale au domaine étudié. Qu'est-ce qu'une recherche boélienne? Donc ça aussi, ça revient à ce qu'on a dit précédemment, donc il faut juste suivre. A, une méthode de tri alphabétique des résultats. B, une recherche utilisant des opérateurs logiques, on a déjà vu. Et, ou, et non, sauf, en français on va plutôt utiliser sauf pour l'exclusion. Une recherche basée sur des mots-clés exclusivement, une recherche utilisant des bases de données spécialisées. En détaillant, je vous ai donné indirectement la réponse et effectivement, c'est le B. Le B parce que c'est des opérateurs qui vont soit connecter, soit vont chercher, par exemple, 2 termes présents dans la documentation, dans le titre ou dans un champ. Or, où vous allez avoir donc soit ce terme, soit l'autre terme, et sauf, c'est un moyen pour exclure un mot-clé. Question 8. Quelle est une des principales différences entre la recherche traditionnelle et l'utilisation de l'IA dans la recherche? Grand A, l'IA remplace complètement les sources primaires. B, la recherche traditionnelle est uniquement basée sur les moteurs de recherche. C, l'IA est toujours plus fiable que les méthodes traditionnelles. D, l'IA peut analyser et synthétiser de grandes quantités d'informations rapidement. Donc, l'IA n'a pas cette vocation à exclure ou l'IA, son objectif dans la recherche documentaire, c'est de synthétiser et d'analyser de grandes quantités d'informations et aussi de faire ces synthèses pour puissiez voir si cette documentation entre dans le cadre de votre recherche. Question numéro 9. Parmi les outils suivants, lequel utilise l'intelligence artificielle pour la recherche? A, Perplexity. B, CSpace. C, Consensus. D, ChatGPT. Ça aussi, dans les vidéos précédentes, on avait vu ces outils d'IA. Alors, donc tous ces outils sont des outils avec IA, sachant que Consensus, l'année dernière, n'avait pas d'intelligence artificielle et que depuis, il a développé lui aussi un chatbot pour la recherche de documents académiques. Question 10. Existe-t-il une limite à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche? Donc là, c'est toute la partie sur la fiabilité de la recherche avec IA. Donc dans le A, on dit son incapacité à traiter les informations numériques. Est-ce que c'est ça? B, le risque de biais et d'erreur dans les réponses qui sont générées. C, sa lenteur par rapport aux méthodes traditionnelles. D, l'intelligence artificielle n'a aucune limite.
Effectivement, le risque qui est soulevé, c'est, celui, des biais, et des erreurs, dans les réponses qui vont être générées via l'intelligence artificielle et il faut toujours revérifier, l'information générée par l'intelligence artificielle. Question 11. L'IA peut-elle remplacer le raisonnement humain dans la recherche d'informations? A. Oui, complètement. B. Oui, mais uniquement dans les contextes académiques. C. Non, car elle ne peut pas traiter les sources secondaires. D. Non, elle est complémentaire et nécessite un jugement humain. Donc la question 10, la question 11 suit la question 10. Donc effectivement, c'est la réponse D. Il faut la présence de l'humain et l'humain est nécessaire pour l'analyse des données qui vont être générées. Et c'est lui qui va valider si ces données qui ont été générées par l'intelligence artificielle sont fiables. Question numéro 12. Quels sont les critères à vérifier dans une réponse générée par IA? A. La vitesse de génération des données. Bon, j'ai écrit comme ça, mais la vitesse comment les données sont générées, à quelle vitesse. Si la vitesse est importante, est-ce que c'est un critère? La complexité du vocabulaire généré par l'IA. C. Le format du texte généré. D. La pertinence, la fiabilité, l'objectivité des informations. Donc les critères à vérifier, c'est pas la vitesse, c'est pas parce que plus l'information va vite, plus elle est fiable. Est-ce que c'est parce qu'elle utilise du vocabulaire qui est complexe et que c'est forcément que c'est une information qui est fiable? Le format du texte qui est généré, plus il est dense, peut-être que c'est un signe de fiabilité. La pertinence et la fiabilité, l'objectivité, ça aussi, est-ce que ces critères-là combinés sont les critères à retenir pour vérifier une réponse d'intelligence artificielle? Effectivement, c'est le grand D. Donc ça aussi, c'est à nous de vérifier la fiabilité et surtout l'objectivité des informations générées par l'IA. Question 13. Quelle compétence est essentielle pour utiliser efficacement l'IA dans la recherche d'informations? A. La programmation informatique. Est-ce qu'il faut savoir programmer pour utiliser efficacement l'IA dans la recherche documentaire? B. La formulation claire des requêtes. Est-ce qu'il faut savoir bien formuler ces requêtes? C. La connaissance approfondie des moteurs de recherche. D. La maîtrise des bases de données académiques. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise de manière efficace l'IA dans la recherche informatique, enfin dans la recherche de l'information, pardon, ce n'est pas d'avoir des compétences en programmation informatique, mais c'est plutôt de savoir bien formuler les requêtes et de manière claire. Et c'est aussi dans la recherche traditionnelle, plus les requêtes sont précises et plus l'information ou la documentation qui va être présentée va correspondre à votre axe de recherche. Question numéro 14. L'utilisation d'outils d'IA dans la recherche peut-elle poser des questions déontologiques et juridiques? Alors, donc A, non, il y a une accessibilité universelle des données. Oui, il y a une concurrence avec la recherche traditionnelle. Oui, pour la propriété intellectuelle et les données personnelles. Oui, des problèmes de coût de la recherche. Donc l'utilisation de l'IA peut générer des problèmes déontologiques et juridiques, notamment concernant la propriété intellectuelle et les données personnelles. Non, le fait que ce soit le caractère universel de l'IA, ça ne va pas la préserver de ces questions de déontologie ou des questions juridiques. Question 15. Pourquoi est-il important de reformuler les informations collectées lors d'une recherche? Donc là, pas de précision si c'est IA ou normal. Donc, pourquoi reformuler les informations qu'on a collectées? Pour réduire la longueur des textes sources. B, pour éviter le plagiat. C, pour se conformer aux règles de présentation académique.
D, pour faciliter l'accès aux informations pour un public non académique. Quand on est dans un système académique, le fait de reformuler, c'est surtout pour éviter le plagiat. Question numéro 16, pardon. Quel outil est essentiel pour citer correctement une source bibliographique Quel outil est essentiel pour citer correctement une source bibliographique dans un document académique? A, un dictionnaire. B, un correcteur d'orthographe. C, un générateur de mots-clés. D, un logiciel de gestion de références. Zotero, Mendeley. Donc ça, c'est concernant la citation des références et des sources. Donc le dictionnaire vous servira à rien, il vous faut un logiciel de gestion des références ou inscrire manuellement vos notes dans les notes de bas de page, ces références. Question 17. Qu'est-ce que le plagiat dans le cadre académique? Donc, vous avez A, la reformulation trop simplifiée d'un texte académique. B, la suppression des références dans une bibliographie. C, l'utilisation des idées ou des travaux d'autrui sans mentionner la source. D, la traduction d'un texte dans une autre langue sans l'autorisation de l'auteur. Donc, quand on a étudié le plagiat dans le cours de méthodologie du travail universitaire, on a vu qu'il existait plusieurs types de plagiat. Le plagiat d'idées, le plagiat littéral, c'est le copier-coller, et le plagiat de traduction. Mais là, ici, c'est l'utilisation des idées ou des travaux d'autrui sans mentionner la source. Quelle est l'une des caractéristiques essentielles d'une bonne bibliographie? Donc A, citer uniquement les ouvrages en version papier, donc c'est-à-dire qu'il faut exclure les versions électroniques. B, être complète, précise et respecter un style de citation standardisé. C, inclure uniquement les articles les plus récents. D, lister toutes les sources possibles, même non utilisées dans le travail. Alors, non, c'est simplement que la bibliographie doit être la plus complète possible, c'est-à-dire tous les documents que j'ai utilisés pour faire mon travail, je dois les citer. Je ne dois pas les citer de n'importe quelle manière, je dois utiliser un style de citation. Les styles de citation, il y en a plusieurs, il y a MLA, APA, Chicago. Donc, c'est des styles pour d'agencement de l'information, c'est-à-dire le nom, le prénom de l'auteur, le titre, l'édition, la collection. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les références bibliographiques et le plagiat. Question 19. Quelle est la principale différence entre le plagiat d'idées et le plagiat littéral? Le plagiat d'idées consiste à reprendre les mots exacts d'un auteur, tandis que le plagiat littéral reprend uniquement les idées sans citer l'auteur. B, le plagiat littéral reprend les phrases ou des passages exacts sans citation, tandis que le plagiat d'idées utilise les idées d'un auteur sans mentionner la source. C, le plagiat littéral ne nécessite pas de citation, contrairement au plagiat d'idées. D, le plagiat d'idées est toléré dans un contexte académique alors que le plagiat littéral est interdit. Bien évidemment, tous les types de plagiat sont interdits, d'accord? Le plagiat d'idées n'est pas toléré, ok? Le plagiat littéral reprend les phrases et les passages tels qu'ils sont. Le plagiat d'idées utilise les idées d'un auteur sans mentionner la source. D'accord? Donc, c'est exactement le B. Question 20. Dans quel cas est-il préférable de citer une source plutôt que de la reformuler? A. Lorsque le passage contient une formulation particulièrement claire ou percutante. B. Lorsque le passage est trop long pour être utilisé tel quel. C. Lorsque les idées sont simples et facilement compréhensibles. D, lorsque l'on souhaite éviter d'ajouter des références dans la bibliographie.
D, c'est pas bon, déjà parce que même si c'est, vous reformulez, ça sera du plagiat d'idées, donc il faudra, citer quand même l'auteur, de l'idée. Lorsque les idées sont simples, et facilement compréhensibles, heu, ouais, non. Donc le passage qui contient une formulation particulièrement claire et percutante, eh bien, c'est préférable de citer, la source comme par exemple, un adage, une citation, quelque chose de percutant mérite, d'être, mis dans le document tel quel, avec des guillemets, écriture en italique pour bien, montrer à votre lecteur que ce ne sont pas vos propos, mais les propos de quelqu'un d'autre. Donc, on en a terminé pour ce chapitre 3 et 4 sur les techniques de recherche de l'information et les techniques de traitement de l'information. Là, on va clôturer cette session QCM et je souhaite bon courage à tout le monde. Et là, on va commencer une série de 20 questions qui englobent tout le cours de MTU. Alors, question 1. Dans quel type d'établissement trouve-t-on des cycles à accès régulé? A. Les facultés de sciences sociales. B. Le NCG. C. Faculté de lettres et de sciences humaines. D. L'ENSA, l'École nationale des sciences appliquées. Bien évidemment, les accès régulés, ce ne sont pas les facultés, ce sont les écoles. Vous avez le NCG et l'ENSA, vous avez l'EST, vous avez l'IMS. Tous ces établissements sont à accès régulé, contrairement à la fac où il y a une inscription de droit. Question numéro 2. Quel type de module constitue la structure d'une licence LMD? Donc ça, LMD, c'est la nouvelle architecture de la licence. Je vous invite à revoir la vidéo si vous avez encore des doutes. A. Des modules de connaissances. B. Des modules de compétences transversales. C. Des modules de recherche appliquée. D. Des modules uniquement professionnels. Attention aux réponses. Donc, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc, la nouvelle architecture contient des modules de connaissances, 5, et 2 modules de compétences transversales, compétences de soft skills et compétences de langue. Question numéro 3. Quels critères permettent la validation d'un semestre par compensation? Là aussi, il faut faire attention à la formulation de la question. A. Une moyenne générale égale ou supérieure à 10. B. Une moyenne générale de 15 sur 20 minimum. C'est un peu abusé. C. Aucune note inférieure à 5 dans les unités concernées. D. Validation automatique des crédits non acquis. Faut pas abuser, quoi. Donc, vous avez 2 conditions qui sont cumulatives, à savoir une moyenne supérieure à 10 et ne pas avoir de note inférieure à 5 parce que la note de 5 est une note éliminatoire en licence. Question numéro 4. Comment les crédits ECTS sont-ils répartis sur 6 semestres en licence? A. 20 crédits par semestre. B. 25 crédits pour les semestres de 1 à 4 et 30 pour les semestres de 5 à 6. C. 30 crédits par semestre totalisant 180 crédits. D. 60 crédits sur les 2 premiers semestres et 100 sur les 4 suivants. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a des crédits différents en fonction des semestres? Et en fait, non. Chaque semestre contient 30 crédits, une année 60 crédits, 3 ans 180 crédits. Et donc, il n'y a pas de crédit, genre les 2 premières années seraient des 25 crédits, puis les années de spécialisation, on serait à 30 crédits. Ce n'est pas le cas. Question numéro 5. Qu'est-ce qu'une reformulation efficace dans un travail universitaire? C'est ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. A. Remplacer les mots par des synonymes sans changer la structure de la phrase. B. Résumer les idées principales en utilisant ses propres mots et en citant la source. C. Ajouter un commentaire personnel sans mentionner l'auteur original. Alors là, attention.
Traduire directement le texte dans une autre langue sans référence. Donc la reformulation, ça implique de résumer les idées principales, de se les réapproprier, de les reformuler à sa façon, mais il faut citer la source parce que sinon c'est du plagiat d'idées. Question numéro 6. Quel type de plagiat est le plus difficile à détecter? A. Le plagiat littéral. B. Le plagiat par reformulation insuffisante. Le plagiat de traduction. D. Le plagiat d'idées. Donc là, le plagiat littéral, c'est le copier-coller. B. Le plagiat par reformulation insuffisante, c'est le cas de la paraphrase. C, c'est le plagiat de traduction qu'on avait déjà vu, à savoir que je vais prendre un texte dans une autre langue, je vais par exemple le traduire en français. Donc ça, c'est du plagiat de traduction. D, le plagiat d'idées. Le plus difficile à détecter, bien évidemment, c'est le plagiat d'idées parce que la personne va reformuler, s'approprier les idées des autres et donc c'est moins détectable que les autres types de plagiat. Question numéro 7. Quel outil est le plus adapté pour gérer des références bibliographiques complexes? Ça vous rappelle une question qu'on a vue précédemment dans le cadre du chapitre 3 et 4. Alors, A, un tableur Excel. B, un moteur de recherche généraliste comme Google. C, un éditeur de texte classique comme Word ou ce que vous avez en Open Edition. D, un logiciel de gestion des références comme Zotero. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu là dans cette vidéo précédemment et c'est les logiciels qui gèrent les références bibliographiques. Rien à voir avec Google ou Word ou un tableur ou pour faire des tableaux Excel. Question numéro 8. Quel est le rôle du vice-doyen chargé des affaires académiques? Donc là aussi, je vous invite à regarder la vidéo, la première, les deux premières sur la vie à l'université. Alors, A, le vice-doyen gère les budgets de la faculté. B, il coordonne les programmes d'enseignement et les activités pédagogiques. C, il supervise les stages obligatoires. D, il planifie les événements culturels. Donc le rôle du vice-doyen du chargé des affaires académiques, c'est un rôle qui concerne les activités pédagogiques, le programme d'enseignement, les étudiants, donc c'est le grand B. Question 9. Comment est structurée la formation LMD dans les universités marocaines? Donc ça aussi, je vous invite à regarder la vidéo sur la nouvelle architecture de la licence pour comprendre cette nouvelle structure. Alors, grand A, vous avez un parcours en 4 ans avec une spécialisation immédiate. B, 2 cycles comprenant uniquement la licence et le doctorat. C, 3 cycles successifs, licence, master, doctorat. Licence 6 semestres, master 4 semestres et le doctorat 3 ans minimum. D, un système sans crédit ni validation de semestre. Non, le système LMD repose sur un acronyme licence, master, doctorat. Question 10. Quel est le rôle des écoles supérieures de technologie dans l'organisation universitaire? Question qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. A. Former exclusivement des ingénieurs spécialisés. B. Proposer des formations technologiques courtes, professionnalisantes et orientées vers l'emploi. C. Gérer les diplômes de licence et de master uniquement. D. Assurer la recherche scientifique dans les domaines industriels. Alors, les personnes qui suivent un cursus à l'EST suivent un cursus sur 2 ans, donc c'est une formation qui est courte, qui ouvre un accès plus rapide à l'emploi. Et donc, c'est des formations courtes, pour équivalent d'un DUT. Question 11. Qu'est-ce qu'une stratégie efficace pour surmonter la procrastination? Alors, la stratégie efficace, est-ce que c'est définir le terme? Est-ce que c'est la définition? Non. A. Remettre toutes les tâches importantes au lendemain. Donc ça, c'est la définition. B. Diviser les tâches en étapes plus petites et définies. Attendre d'avoir une motivation soudaine pour commencer.
D. Ignorer les échéances jusqu'à la dernière minute. Donc là, est-ce qu'on nous demande la définition? Non, on ne nous demande pas de définition, mais par contre, la stratégie. Donc je vais regarder dans les réponses où je retrouve la stratégie. Ça, c'est la définition. Diviser les tâches en étapes plus petites, ça, c'est la stratégie. Là, c'est pas de stratégie parce que tu attendre d'avoir une motivation soudaine pour commencer. Donc là, tu continues dans la procrastination. D. Ignorer les échéances jusqu'à la dernière minute, ça c'est la définition. Donc la stratégie, c'est de faire des petites tâches pour éviter de crouler sous les révisions, par exemple, à l'arrivée des examens. Question numéro 12. Les apprenants auditifs préfèrent regarder des vidéos éducatives, A. B. Écouter des cours et des enregistrements, C. Lire des manuels, D. Manipuler des objets pour apprendre. Donc ça, c'est les styles d'apprentissage, chapitre numéro 2. Effectivement, le style auditif va plutôt écouter des podcasts, écouter du cours, plutôt que de visualiser. Question numéro 13. Combien de semestres comprend le cycle de la licence? Est-ce qu'il y a 4 semestres, 10 semestres, 6 semestres, 8 semestres? Donc là, c'est juste une question que vous pouvez avoir un point facilement. C'est 6 semestres. Chaque année, il y a 2 semestres et sur 3 ans, ça fait 6. Question numéro 14. Quelle est la conséquence de l'absence de contrôle et de suivi à l'université pour certains étudiants? Là aussi, rappel, chapitre 1 sur la vie à l'université. L'étudiant gagne en autonomie et en indépendance et parfois ça peut mal tourner. A. Une meilleure autonomie. B. Une motivation accrue. Une augmentation des performances académiques. Un risque de décrochage. Donc là, il faut bien lire la question. Quelle est la conséquence de l'absence de contrôle et de suivi à l'université pour certains étudiants? Certains étudiants risquent le décrochage, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'administration comme dans le secondaire qui suit les absences. Il n'y a pas d'obligation d'assister aux cours, il n'y a pas de vérification si les travaux sont faits ou si l'étudiant assiste et prend des notes. Question numéro 15. Qu'est-ce qu'un style de citation comme l'APA ou la MLA? On l'a vu, là aussi, dans cette vidéo précédemment. A. Une méthode pour analyser les données statistiques. B. Un outil de traduction automatique. C. Un format pour présenter les références bibliographiques. D. Une plateforme d'échange d'articles. Alors, c'est un format, ce sont des formats de citation qu'on avait déjà vu dans la partie sur les références bibliographiques. Question numéro 16. Alors, je crois que j'ai eu ça a dupliqué. Donc, il y a une question qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Donc, question numéro 17. Quel opérateur booléen permet de combiner deux termes pour rechercher des documents contenant les deux termes? A. Ou. B. Non. C. Et. D. Proche. Et ça, on l'a vu aussi précédemment dans la vidéo. C'est effectivement pour retrouver les deux termes dans un champ de recherche, il faut mettre « et ». Question numéro 18. Pourquoi est-il important de citer ses sources dans un travail académique? A. Pour éviter les droits d'auteur et pour respecter les droits d'auteur, et éviter le plagiat. B. Pour allonger un document académique. C. Pour remplacer les idées originales. D. Pour masquer les insuffisances d'un travail. Donc, à votre avis, au regard de ce qu'on avait vu précédemment, c'est pour respecter la déontologie, les droits d'auteur et puis éviter d'être accusé de plagiat. Quelles options de réorientation sont offertes aux étudiants dans le cadre de la licence? A. Changer de filière au sein de la même institution tout en maintenant la validation des crédits acquis. B. Accéder directement à un cycle de master sans avoir achevé le parcours de licence.
Valider automatiquement les unités non complétées d'un programme alternatif. C. D. Obtenir un diplôme professionnel sans nécessité de valider les semestres précédents. Ça serait un peu trop beau. Effectivement, c'est le grand A. La réorientation va permettre à un étudiant de garder les modules validés. Ce sont des acquis et il pourra changer de filière au sein de la même institution ou il peut changer dans la même filière dans une autre université. Donc ça assure une forme de mobilité. Question numéro 20. Quelles sont les étapes principales d'une recherche documentaire? A. Identifier le sujet recherché dans des bases fiables, évaluer les sources. B. Collecter toutes les informations possibles sans distinction. C. Se limiter aux encyclopédies en ligne. D. Lire uniquement les résumés d'articles scientifiques. Et donc, réponse A. Identifier le sujet rechercher dans les bases fiables et évaluer les sources. Donc, ce sont les étapes de la recherche documentaire qu'on avait déjà vues. Donc, voilà pour cette session de 40 questions. Bon, il y a une question qui est partie. Mais voilà le type de questions que vous pouvez retrouver dans les examens de méthodologie du travail universitaire, sachant que ce sont des QCM. Donc je vous invite à regarder la vidéo et aussi la vidéo précédente et aussi d'aller sur le site internet puisque vous avez accès à des QCM et une correction automatique à la fin. Et donc vous pouvez évaluer votre niveau. Je souhaite à tous de bonnes révisions et j'espère que vous allez réussir cet examen de méthodologie du travail universitaire. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.